Je n'aurais jamais imaginé que la confiance puisse avoir un prix aussi précis. 200 000 €, c'est exactement ce que j'ai dépensé pour Madeleine ces 18 derniers mois. Je ne compte même pas les petites choses, le week-end à Megève, les dîners chez Guy Savoy, les bijoux achetés spontanément juste parce que j'aimais voir cette lueur dans ses yeux. Je pensais que cette lueur, c'était de l'amour. Il s'est avéré que c'était de la fin. Une fin d'histoire, de gloire, d'argent, de tout ce dont je n'étais que la source. J'ai découvert la vérité par hasard. C'est drôle, non? On pense toujours que les grands secrets éclatent lors d'événements dramatiques. Mais pour moi, ce fut un ordinateur portable oublié. Madeleine l'avait laissé dans mon appartement de Neuilly car son MacBook était en réparation. Elle m'avait dit qu'elle devait absolument finir un article sur le nouveau musée d'art contemporain. Je lui faisais confiance. Pendant 18 mois, j'ai cru chacun de ses mots. Ce soir-là, je suis rentré plus tôt d'une négociation. Le contrat pour la construction du centre logistique à Lyon était signé. Je pouvais me permettre une soirée libre. Je voulais la surprendre. J'avais commandé ses sushis préférés de ce petit restaurant du Marais. Je savais qu'elle travaillait à la maison, sur son prochain papier pour le journal. C'est ce qu'elle disait, non? L'ordinateur était ouvert sur la table de la cuisine. L'écran brillait. Je ne voulais pas espionner, vraiment. Mais j'ai vu le nom du fichier dans la barre des tâches. Thomas Kerviel, chapitre 1-12, version finale, docx. Mon prénom. Mon nom. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'ai ouvert le document. La première phrase disait « Thomas Kerviel semble être un homme d'honneur, mais son empire est bâti sur le mensonge, la manipulation et l'exploitation impitoyable de ceux qui lui ont fait confiance. » J'ai continué à lire. Chaque page était un coup de poing dans le ventre. Elle avait décrit chacune de nos conversations, chaque soirée où je m'étais ouvert à elle autour d'une bouteille de vin, les discussions sur mes débuts difficiles, sur les décisions que j'avais dû prendre pour bâtir mon entreprise à partir de rien, sur le fait d'avoir dû licencier 30 personnes en 2019, sinon nous aurions tous fait faillite. Comment je me battais contre les revendications d'un ex-associé qui voulait me détruire. Comment mon père m'avait placé en foyer quand j'avais 7 ans, parce qu'il ne s'en sortait pas après la mort de maman. Tout était là, mais déformé, manipulé, présenté de manière à me faire passer pour un monstre. Le licenciement des employés, un renvoi sans âme avant les fêtes pour maximiser ses propres profits. Le conflit avec l'associé, vol d'idées et destruction impitoyable d'un homme qui lui avait fait confiance. Mon drame d'enfance, le début du parcours d'un psychopathe qui n'a jamais appris à aimer. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. J'ai fait défiler le document jusqu'à la fin. Il y avait une note, un commentaire de quelqu'un au pseudo Meu Janvier Editor. Mado, c'est génial. Cette dernière scène où tu décris comment il t'a avoué son évasion fiscale via des fondations familiales, ça va faire l'effet d'une bombe. Je me demande juste si on ne devrait pas en rajouter sur ses aventures avant toi. Les lectrices adorent ça. Parle à Cathy, elle le connaissait, elle a peut-être d'autres infos. PS, je t'aime, mon auteur vedette. Dans 3 mois, on fêtera le livre de l'année. Je t'aime. 3 mois. Livre de l'année. J'ai posé les sushis sur le plan de travail. J'avais l'estomac noué comme un poing. Je suis resté assis dans le silence de mon propre appartement, là où je me sentais en sécurité, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quelle part de vérité y avait-il dans notre relation? Y avait-il quoi que ce soit de vrai? Je me suis souvenu de notre rencontre. Une conférence à Bordeaux, à la Cité du Vin. Elle m'avait abordé pendant la pause café, sourire large, yeux pétillants. Elle m'avait dit qu'elle écrivait un article sur l'entrepreneuriat social, que ma fondation éducative était un exemple de bon business. J'étais flatté. Elle avait pris rendez-vous pour une interview, puis une autre, puis un dîner, puis un baiser sous la pluie place de la Bourse, comme dans un mauvais film romantique. Tout semblait si naturel, si vrai. Putain, j'ai été un crétin. Mon téléphone a vibré. Un message d'elle. « Chérie, j'arrive dans 1 heure. Je finis l'interview avec le conservateur du musée d'Orsay. Tu me manques. Tu me manques. » Un cœur. J'ai regardé l'ordinateur, le document ouvert, la section chapitre 15. Comment je suis tombée amoureuse de mon sujet d'étude, et pourquoi cela n'avait aucune importance. J'ai lu un extrait. Au début, c'était dur. Thomas est charmant quand il veut. Mais je me rappelais toujours pourquoi j'étais là. Marc me le rappelait. Ce livre est notre chance, notre avenir. Thomas n'est qu'une histoire. Une histoire puissante, lucrative,
Fantastique. J'ai fermé l'ordinateur. Mes mains tremblaient, mais pas de désespoir. De rage. D'une fureur pure et brûlante qui me consumait les entrailles. Ils voulaient une histoire. Ils allaient en avoir une. Ils voulaient une tragédie. Je ferais en sorte qu'ils supplient pour une fin heureuse. Mais il n'y en aurait aucune. Je me suis levé, j'ai pris une grande inspiration. Je devais agir calmement, méthodiquement. C'était une guerre, et j'ai toujours été doué pour la planification. J'ai bâti un empire de 12 millions d'euros à partir de rien. Je n'allais pas me laisser détruire par une garce de journaliste et son petit copain aux ambitions littéraires. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris en photo chaque page du document. Ensuite, j'ai copié tout le fichier sur ma clé USB. Des preuves? Il faut toujours avoir des preuves. Madeleine est rentrée exactement 1 heure plus tard, vêtue de ce manteau gris que j'aimais tant, les cheveux attachés en chignon. Elle a souri, s'est approchée, a voulu m'embrasser. J'ai rendu le baiser. Je jouais un rôle. Exactement comme elle jouait le sien depuis 18 mois. Comment s'est passée ta journée? Ai-je demandé naturellement. Épuisante. Ce conservateur parle comme un moulin à paroles, mais j'ai assez de matière, a-t-elle répondu en enlevant son manteau. Mensonge. Enfin. J'ai commandé des sushis, ai-je dit. Elle s'est assise à table, a commencé à manger. Nous avons parlé de tout et de rien. De la météo, de la série que nous regardions ensemble. Tout le temps, je pensais à une phrase de son livre. Thomas n'a jamais appris à aimer. Peut-être qu'elle avait raison. Mais j'ai appris autre chose. J'ai appris à survivre. J'ai appris à me battre. Et j'ai appris à gagner. Cette nuit-là, nous étions allongés l'un à côté de l'autre. Elle dormait paisiblement, respirant régulièrement. Moi, je fixais le plafond, élaborant mon plan. Marc Janvier. J'ai mémorisé ce nom. Éditeur, amant, complice. Je devais apprendre à le connaître, en savoir plus. Vérifier qui il est, de quoi il vit, quelles sont ses faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Madeleine venait de me montrer les siennes. Ils voulèrent la gloire. Ils auront une publicité qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Mais pas celle sur laquelle ils comptaient. J'ai tourné la tête. J'ai regardé son visage paisible dans l'obscurité. Tant de fois je l'avais regardé avec tendresse. Maintenant, je ne voyais qu'un masque. Faux. Calculatrice. Première chose à faire le lendemain matin. Trouver le meilleur avocat de Paris. Quelqu'un spécialisé dans la protection de l'image, la diffamation, les droits d'auteur. Quelqu'un d'impitoyable. Deuxième chose, découvrir qui d'autre est au courant pour le livre. La maison d'édition, l'agent, les critiques. Troisième chose, enquêter sur la vie de Marc Janvier. Chaque détail, chaque secret, chaque mensonge. Car s'ils pouvaient bâtir leur avenir sur ma destruction, je pouvais bâtir leur chute sur la vérité. Et c'est ce que j'ai fait. Mais avant que tout cela n'arrive, je devais encore jouer la comédie pendant quelques semaines. Être le partenaire aimant, l'imbécile confiant. C'était le rôle le plus difficile de ma vie. Mais j'y suis arrivé. J'y arrive toujours. Raphaël Courtois était exactement l'avocat dont j'avais besoin. Nous nous sommes rencontrés dans son cabinet du 8e arrondissement, dans un de ces immeubles haussmanniens où chaque détail criait « argent et pouvoir ». Il avait 50 ans, des cheveux argentés parfaitement coiffés en arrière, un costume coûtant probablement plus cher que le salaire annuel d'un journaliste, et des yeux qui disaient « j'ai tout vu ». Je lui ai montré les impressions, les 340 pages du livre de Madeleine. Il a lu en silence, levant parfois un sourcil, prenant parfois des notes. Après 40 minutes, il a levé les yeux. C'est une bombe à retardement pour votre réputation. Et elle est bien visée, a-t-il dit directement. Mais nous avons des instruments. Beaucoup d'instruments. Il a déployé devant moi une carte de bataille. Diffamation, atteinte à la vie privée, utilisation d'informations confidentielles. Nous pouvions bloquer la publication, demander des dommages et intérêts, détruire Madeleine et sa maison d'édition sous les procès. Tout était légal, tout était efficace. Mais je voulais plus qu'une victoire au tribunal. Je veux qu'elle regrette. Tous les deux, elle et ce Marc, ai-je dit. Raphaël a hoché la tête, sans surprise, sans morale, juste de la compréhension. Je vais commencer par les bases. Je vous remets un rapport complet sur Marc Janvier d'ici une semaine, a-t-il répondu. Et quant à Madame Madeleine, peut-être devrions-nous vérifier son passé professionnel.
Les journalistes ont rarement la conscience tranquille. Il avait raison. Mais j'avais déjà mon plan. Quelque chose que Raphaël qualifierait plus tard de génial et de froid comme la glace. Le lendemain, le rapport est arrivé. Marc Janvier, 42 ans, éditeur chez Nouvelle Prose, divorcé, 2 enfants d'un précédent mariage, pension alimentaire qu'il payait irrégulièrement, appartement loué dans le 14e, voiture à crédit, et des dettes, beaucoup de dettes. Il avait perdu environ 50 000 € au casino d'Enghien-les-Bains, des emprunts à des amis, cartes de crédit au plafond. Un homme désespéré. C'est pour ça qu'il avait besoin de ce livre. C'est pour ça qu'il avait besoin de Madeleine. Mais c'était superficiel. Je devais aller plus loin. J'ai engagé un détective privé, Grégoire, ancien flic, maintenant à son compte. Discret, efficace, cher. Je lui ai donné une mission, suivre Marc et Madeleine. Tout vérifier. Où ils se voient, ce qu'ils font, avec qui ils parlent. 2 semaines plus tard, Grégoire m'a apporté un dossier avec des photos et des enregistrements audio. Des rendez-vous dans des petits cafés de Belleville, des appels passés depuis sa voiture, des visites dans son appartement loué à Levallois quand j'étais en déplacement. Même un enregistrement de leur conversation sur moi, où il riait en disant que Thomas est tellement prévisible, tellement facile à lire. Facile à lire. Je l'ai retenu. Mais c'est grâce aux emails que j'ai appris le plus. Grégoire connaissait des gens capables d'accéder aux boîtes mail. Je n'ai pas demandé comment. Je m'en fichais. J'avais besoin d'informations. Et je les ai eues. Madeleine correspondait avec la maison d'édition depuis 14 mois. Elle planifiait déjà le livre à l'époque. Elle complotait déjà avec Marc. Leur message était plein de haine envers moi, plein de manipulations, plein de plans pour m'extirper encore plus d'informations. Dans un mail, Marc écrivait « Tu dois trouver un moyen pour qu'il avoue l'évasion fiscale. On en a besoin pour le final. Ce sera le clou du spectacle. » Et elle a essayé. Je me souviens de cette soirée, il y a 3 mois. Nous étions sur la terrasse de mon appartement. Nous buvions du vin. Elle a commencé à poser des questions sur mes stratégies financières, sur l'optimisation fiscale, sur des fonds au Luxembourg. Je pensais que c'était de la simple curiosité. Je lui ai dit la vérité, que je faisais tout conformément à la loi, que j'avais les meilleurs conseillers fiscaux, que je n'avais jamais enfreint la moindre ligne du code des impôts. Mais elle a déformé ça dans le livre. Elle a écrit qu'il a avoué, bien qu'il n'ait pas utilisé ce mot directement, exploiter les failles juridiques pour son profit personnel. Sale garce. Mais je ne pouvais pas encore frapper. Je devais attendre, planifier, construire une structure de vengeance qui serait implacable. J'ai vérifié la maison d'édition. Nouvelle Prose était un petit acteur sur le marché, mais avec des ambitions. Ils avaient eu quelques succès ces dernières années, surtout des biographies politiques controversées, mais aussi des problèmes financiers. Dettes bancaires, retard de paiement aux imprimeurs. La comptabilité tenait à peine debout. Quelqu'un pourrait penser « Achète la maison d'édition, bloque le livre ». Simple. Mais je ne voulais pas de solution simple. Je voulais qu'ils souffrent. Je voulais que Madeleine et Marc voient leur rêve de gloire se transformer en cauchemar. J'ai commencé par des mouvements subtils. J'ai acheté des parts dans l'imprimerie qui devait imprimer le livre. Pas sous mon nom, bien sûr. Via une société écran enregistrée aux Pays-Bas. Personne ne pouvait faire le lien avec moi. Ensuite, j'ai acheté des parts dans la distribution de livres, la même que celle utilisée par l'éditeur, encore une fois via des intermédiaires. Je me sentais comme un joueur d'échecs plaçant ses pièces avant même que l'adversaire ne réalise que la partie a commencé. Madeleine ne se doutait de rien. Nous étions toujours ensemble, elle souriait toujours, jouait toujours la femme aimante. Elle me disait qu'elle travaillait sur un sujet concernant le métro parisien, l'urbanisme, des sujets futiles qui ne m'intéressaient pas. Et moi, je jouais mon rôle d'imbécile. L'imbécile aimant, confiant, prévisible. Mais pendant ce temps, je rassemblais des informations. J'ai vérifié le passé de Madeleine. Il s'est avéré qu'avant notre rencontre, elle avait travaillé pour 3 rédactions différentes. Elle avait été licenciée de chacune d'elles. Raisons diverses, conflit avec les rédacteurs en chef, violation de l'éthique journalistique, et une fois même une accusation de plagiat qui n'avait cependant pas abouti à un procès. Ce n'était pas un casier vierge. C'était une personne sans scrupules, prête à tout pour réussir. L'adversaire idéal. Et autre chose, j'ai trouvé la femme Cathy que Marc mentionnait dans son commentaire. Catherine Cathy,
Mercier, mon ex. Nous étions ensemble il y a 2 ans, pendant 6 mois. Nous nous étions séparés en bons termes, sans drame. Je l'ai appelé. Thomas, quelle surprise, a-t-elle dit chaleureusement. Comment vas-tu? Nous avons parlé un moment des actualités. Puis j'ai demandé directement. Cathy, est-ce qu'une journaliste, Madeleine Dubois, t'a contacté? Silence. Comment tu sais? A-t-elle fini par demander. Parce que je suis avec elle, ou je l'étais. C'est compliqué, ai-je répondu. Elle m'a tout raconté. Madeleine l'avait appelée il y a 1 mois, s'était présentée comme une journaliste écrivant un article sur les modèles de relations chez les hommes d'affaires. Elle posait des questions sur moi, sur notre relation, sur mes habitudes, mes traits de caractère, mes faiblesses. Cathy, ne se doutant de rien, avait raconté quelques trucs. Rien de compromettant mais suffisamment personnel. Elle avait mentionné que j'étais un bourreau de travail, que j'oubliais parfois les dates importantes, que j'avais du mal à exprimer mes émotions. Et tout ça avait atterri dans le livre. Désolé Thomas, je ne savais pas, a dit Cathy. Ne t'excuse pas, ce n'est pas ta faute, ai-je répondu. Mais je savais que je pouvais utiliser Cathy. Je pouvais lui demander un témoignage, une déclaration officielle disant qu'elle avait été manipulée. Ça aiderait pour le procès. Mais c'était encore trop peu, trop simple. J'avais besoin de quelque chose qui les briserait tous les deux. Pas seulement le livre, eux-mêmes. Et là, j'ai eu une idée. S'ils avaient bâti leur avenir sur ma destruction, je bâtirais leur avenir sur un mensonge encore plus grand. Un mensonge si énorme que lorsqu'il éclaterait, plus personne ne croirait jamais ni Madeleine ni Marc. J'ai créé de faux documents. Non, pas faux, alternatifs. De vieux contrats, des mails, des témoignages, tout semblant authentique. Chaque document indiquait que je savais tout pour le livre depuis le début, que j'avais donné mon accord, que je collaborais avec Madeleine à sa création, et que toute l'histoire tragique n'était en réalité qu'une fiction littéraire que nous avions imaginée ensemble à des fins marketing. Ça semble fou? Peut-être, mais c'était un plan de génie. Car quand le livre sortira, quand les médias commenceront à s'y intéresser, je balancerai ces documents. Je montrerai que toute l'histoire était une mise en scène, que Madeleine et Marc ne complotaient pas contre moi, mais avec moi, qu'ils ont menti à la maison d'édition, aux lecteurs, à tout le monde. Et là, plus personne ne croira à l'authenticité du livre. Il deviendra une fiction, un mensonge, et Madeleine et Marc seront accusés d'escroquerie littéraire. Leurs carrières seront finies. L'éditeur les attaquera. Les médias les broieront. Et moi, je serai propre, victime de manipulation par 2 escrocs ignobles. Raphaël, quand il a entendu le plan, m'a regardé avec admiration. C'est perfide, a-t-il dit. C'est juste, ai-je répondu. Et je me suis mis au travail. Le plus gros problème dans tout ce jeu était une chose. Je devais continuer à être avec Madeleine. Je devais l'aimer, du moins en apparence. Car si je la quittais maintenant, si je lui donnais un signe que je savais quelque chose, tout s'effondrerait. Elle et Marc changeraient de stratégie, retireraient peut-être le livre, ou changeraient son contenu. Je ne pouvais pas permettre ça. J'avais besoin que tout se passe selon leur plan, jusqu'au moment où je les tuerais d'un coup parfait. Alors j'ai joué mon rôle. Chaque jour, chaque nuit. Je rentrais à la maison, je l'accueillais avec un sourire. Je demandais comment s'était passée sa journée. J'écoutais ses mensonges sur le travail. On s'embrassait. On faisait l'amour. On planifiait des vacances communes en Grèce pour juin. On parlait d'avenir. Et moi, je ressentais du dégoût. Pour elle. Pour moi. Pour toute cette situation. Mais c'était un sacrifice nécessaire. Pendant ce temps, Maître Courtois travaillait sur les documents. Il a engagé des graphistes, des spécialistes en faux dossiers, des experts en vieux formats d'email. Nous avons créé toute une histoire alternative, où Madeleine et moi étions collaborateurs depuis le début, où je lui fournissais des matériaux, sachant qu'ils servaient à un livre controversé visant à augmenter la conscience sociale sur l'éthique des affaires. Nous avons créé des mails venant de mes comptes datant d'il y a 1 an, des mails que je n'avais jamais envoyés, mais qui semblaient authentiques, des documents que nous avions signés ensemble, où j'exprimais mon accord pour l'utilisation de mon image et de mon histoire. Tout était daté, tout dans les bons formats, tout passait les tests d'authenticité. L'avocat avait raison, c'était perfide, mais aussi parfait, et j'ai attendu. 1 semaine avant la sortie prévue du livre, j'ai reçu l'info de Grégoire. La maison d'édition organisait une conférence de presse.
Hôtel Ritz, salle de conférence, journalistes des plus grands médias invités. Madeleine et Marc devaient présenter la biographie choc de l'un des Français les plus riches. Moi, j'ai compris. C'était le moment. J'ai vu Raphaël. Le plan était simple. Le jour de la conférence, juste avant qu'elle ne commence, nous livrons les documents aux médias. À toutes les rédactions principales, Le Monde, Le Figaro, BFM TV, LCI, tous en même temps, avec ma déclaration. Une déclaration où j'affirme que tout le livre était un projet de coécriture, que j'étais impliqué depuis le début, que Madeleine Dubois a utilisé notre partenariat commercial pour créer une biographie vérité, fictive, mais que la maison d'édition a été trompée sur les sources, que je n'avais jamais donné mon accord pour une publication sous cet angle. C'était compliqué, mais c'était justement le but. Il fallait que ce soit suffisamment convaincant pour que les médias commencent à poser des questions, pour que le chaos s'installe. Et dans le chaos, c'est toujours celui qui a le plus de moyens qui gagne. Et j'en avais beaucoup plus. Une semaine avant la première, Madeleine se comportait différemment. Elle était nerveuse, excitée. Elle a mentionné quelque chose à propos d'un projet important qui se termine. Je n'ai pas demandé de détails. J'ai fait semblant d'être occupé par mes propres affaires, mes négociations, mes contrats. Mais la vérité, c'est que chaque jour, je ressentais une fureur grandissante. Chaque mensonge, chaque sourire me rappelait à quel point j'avais été trahi, et à quel point j'allais la détruire. Le jour de la conférence est arrivé. Jeudi 12 mai, 10 heures du matin. Je savais exactement à quelle heure ça commencerait. Grégoire me l'avait dit. Et aussi le fait que Madeleine était restée à l'hôtel la nuit précédant la conférence. Évidemment avec Marc, dans la même chambre. Moi, j'ai passé cette nuit seul dans mon appartement, préparant les derniers détails. À 7 heures du matin, j'ai envoyé les mails aux rédactions. À 8 heures, Raphaël a fait livrer par coursier les paquets avec les documents aux plus grands médias. À 9 heures, mon attaché de presse, spécialement engagé pour l'occasion, a commencé à appeler les journalistes, les informant d'une escroquerie littéraire choquante. À 9h30, j'étais assis dans mon bureau, buvant un café, attendant. Et là, ça a commencé. Le premier message est venu d'un journaliste ami du Monde. « Thomas, c'est quoi ce bordel? Ces documents, cette histoire de livre, c'est vrai ?» J'ai répondu brièvement. J'ai été utilisé. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Puis un appel d'un autre, et d'un autre, et d'un autre. Les médias ont commencé à vérifier les documents. Des experts examinaient l'authenticité, et mon équipe d'avocats était prête à répondre à chaque question, à fournir chaque preuve. Pendant ce temps, au Ritz, la conférence de presse commençait. Selon Grégoire, qui était sur place, la salle était pleine de journalistes. Madeleine et Marc sont entrés confiants, souriants. Ils ont commencé leur présentation. Mais après 10 minutes, les journalistes ont commencé à recevoir des messages. Mails, SMS, notifications, des infos sur ma déclaration, sur les documents, sur le fait que toute l'histoire pourrait être une arnaque. Grégoire m'a décrit la scène plus tard. Comment Madeleine a remarqué l'agitation, comment les gens ont commencé à sortir de la salle, téléphonant frénétiquement. Comment un des journalistes a levé la main et a demandé « Est-ce que M. Kerviel était co-auteur de ce livre? Est-ce qu'il connaissait son contenu depuis le début ?» Madeleine a blêmi. Marc a essayé de répondre, mais il bégayait. « C'est un mensonge », a fini par dire Madeleine. Thomas Kerviel n'a eu aucune participation dans ce livre. Mais nous avons des documents qui prouvent le contraire, a insisté le journaliste. Quels documents? A demandé Marc. Des contrats signés par M. Kerviel. Des mails où il donne son accord pour l'utilisation de sa biographie. Des témoignages, a énuméré un autre journaliste. Le silence est tombé. Et puis le chaos. Les médias ont explosé. Les portails d'information avaient déjà des articles 1 heure plus tard. Affaire autour de la biographie du millionnaire. Escroquerie littéraire. Kerviel accuse une journaliste de manipulation. Livre controversé. Vérité ou fiction. La maison d'édition a immédiatement retiré le livre de la distribution. Chaque éditeur a peur du scandale, peur des procès, peur de perdre sa réputation. Et Madeleine et Marc se sont retrouvés seuls, sans livre, sans gloire, sans avenir. Mais je n'avais pas encore fini. Ce n'était que le début. Car voyez-vous, la vengeance n'est pas un coup unique. La vengeance est un processus long, douloureux,
où l'adversaire perd tout lentement, et j'avais l'intention de leur prendre absolument tout. Le lendemain, Raphaël a déposé les plaintes. Contre Madeleine, pour diffamation, atteinte à la vie privée, utilisation d'informations confidentielles. Contre Marc, comme complice. Contre la maison d'édition, pour manque de diligence raisonnable dans la vérification des sources. Montant des dommages et intérêts, 2 millions d'euros. De chacun. Évidemment, nous savions que je ne verrais jamais cet argent. Ils ne l'avaient pas. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de destruction, de stigmatisation publique. Faire en sorte que leur nom devienne synonyme de mensonge. Et c'est ce qui s'est passé. Les médias ont fouillé leur passé. Ils ont trouvé les vieilles affaires de Madeleine, ses licenciements, les accusations de plagiat. Ils ont trouvé les dettes de Marc, ses pensions alimentaires impayées, les jeux de hasard. Ils ont commencé à être présentés comme des désespérés qui tentaient de s'enrichir sur le malheur d'autrui. Et moi, je suis devenu la victime. Le pauvre millionnaire trahi qui voulait juste aimer. L'opinion publique était de mon côté. Peut-être parce que je suis riche et que les gens aiment défendre les riches quand ils sont attaqués, ou peut-être parce que mon histoire était bien construite. Quoi qu'il en soit, j'ai gagné. Mais assis dans mon bureau, regardant les gros titres, les articles, les commentaires sur Internet, je ne ressentais aucun triomphe. Je sentais le vide. Car la vérité, c'est que Madeleine avait raison sur une chose. Je n'ai jamais appris à aimer. Mais maintenant, j'avais appris une autre chose. Comment haïr parfaitement. Si l'histoire t'a captivé, laisse un abonnement, like le contenu et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que j'ai fait. J'attends ton avis. 2 semaines après la conférence, Madeleine a essayé de me contacter. Elle appelait, écrivait des messages, des SMS, des mails. J'ignorais tout. Je bloquais chaque numéro, chaque contact. Je n'avais aucune intention de lui parler. Pas maintenant. Pas encore. Mais Grégoire la suivait toujours. Et il m'apportait des rapports. Madeleine a perdu son travail au journal. Évident. Aucune rédaction ne veut d'un journaliste accusé de manipulation et d'escroquerie. Son nom était devenu toxique. Marc a également été viré de la maison d'édition. Nouvelle Prose ne pouvait pas se permettre le scandale, et s'est vite débarrassé de lui, rejetant toute la faute sur lui. Ils étaient maintenant seuls, sans travail, sans argent, sans avenir. Mais ce n'était toujours pas suffisant, car voyez-vous, je ne voulais pas seulement les détruire professionnellement. Je voulais qu'ils comprennent ce que ça signifie de tout perdre. Tout comme j'avais perdu la confiance. Tout comme j'avais perdu la capacité d'aimer quiconque sans soupçon. Le mouvement suivant fut subtil. J'ai contacté l'ex-femme de Marc. Elle s'appelait Béatrice. Elle vivait à Lyon avec leurs enfants. Par le détective, j'ai appris que Marc ne payait plus la pension alimentaire depuis 6 mois. Béatrice se battait pour l'argent, mais Marc se défilait constamment, promettait, mentait. Je l'ai appelée. Madame Béatrice, je m'appelle Thomas Kerviel, me suis-je présenté. Elle a reconnu le nom. Évidemment. Toute la France connaissait déjà mon histoire. Je vous écoute, a-t-elle dit prudemment. Je sais que votre ex-mari vous doit une pension alimentaire. Beaucoup d'argent, ai-je commencé. Je voudrais aider. Je couvrirai tous les arriérés. 80 000 € si j'ai bien compté. Plus les frais d'avocat qui vous aidera à faire exécuter les paiements futurs. Silence. Pourquoi? A-t-elle fini par demander. Parce que M. Marc Janvier mérite de subir les conséquences de ses actes. De tous ses actes. Ai-je répondu calmement. Béatrice a accepté l'offre. Le lendemain, son avocat a déposé une demande de saisie par huissier contre Marc. L'huissier a saisi son compte bancaire, sa voiture, même une partie de l'équipement de son appartement. Marc s'est retrouvé littéralement sans rien. Mais ce n'était que le début. Ensuite, je me suis concentré sur Madeleine. J'ai vérifié ses finances. Elle louait un appartement à Levallois, payait 1 500 par mois. Elle avait un crédit auto, une carte de crédit au plafond. Sans travail, elle ne pouvait pas rembourser. Mais je n'ai rien eu à faire. Le marché l'a fait pour moi. Le propriétaire de l'appartement, voyant le scandale autour de Madeleine dans les médias, n'a pas renouvelé le bail. Il ne voulait pas de problème, pas de publicité. Madeleine avait 2 semaines pour déménager. La banque a commencé à réclamer le remboursement du crédit auto. Sans revenu fixe, elle ne pouvait pas renégocier les conditions. La voiture a été saisie. Et moi je regardais tout ça avec distance, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de vide.
Raphaël m'a mis en garde. Thomas, nous devons être prudents. S'il s'avère que tu agis activement contre eux en dehors du procès, ils peuvent t'accuser de harcèlement, a-t-il dit lors d'une de nos réunions. Je n'agis pas contre eux. J'utilise juste les moyens légaux disponibles. J'aide une ex-femme à récupérer sa pension. C'est de la responsabilité sociale, ai-je répondu. Il a souri de travers. Tu es froid comme la glace. Sérieusement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi calculateur dans la vengeance. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'étais vraiment devenu quelqu'un que je ne voulais pas être. Mais Madeleine et Marc avaient fait de moi cet homme. C'était leur faute. Et je ne faisais que finir ce qu'ils avaient commencé. Un soir, assis seul dans mon appartement, j'ai pris une bouteille de whisky. Un Macallan de 70 ans, cadeau d'un partenaire commercial. Je me suis versé un verre, je me suis assis sur la terrasse, regardant les lumières de Paris. Je pensais à Madeleine, à la façon dont elle riait, à la façon dont ses yeux brillaient quand elle me racontait ses rêves. Elle voulait être une grande journaliste, écrire des livres qui changeraient le monde. Elle voulait être quelqu'un, et j'étais prêt à l'aider. Si seulement elle avait été honnête avec moi. Mais elle ne l'a pas été. Alors maintenant, elle n'était personne. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Thomas. J'ai entendu sa voix. Celle de Madeleine. Mon cœur s'est accéléré, mais ma voix est restée calme. Où as-tu eu ce numéro? Ai-je demandé froidement. Peu importe. Nous devons parler, a-t-elle dit rapidement. Elle avait l'air désespérée. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, 5 minutes, juste 5 minutes, a-t-elle supplié. J'ai réfléchi un instant. Et puis j'ai pensé, pourquoi pas? Je voulais voir sa destruction. Je voulais entendre comment elle essaierait de se justifier. D'accord. Demain, 11 heures, le café sur le boulevard Haussmann, celui près du métro, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le lendemain, je suis arrivé à l'heure pile. Le café était presque vide, juste quelques personnes aux tables. Madeleine était assise dans un coin, vêtue d'un vieux manteau sans maquillage, les cheveux attachés négligemment. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Je me suis assis en face d'elle. Je n'ai pas commandé de café. Je n'avais pas l'intention de rester longtemps. Tu as 5 minutes, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Elle avait les yeux rouges, cernés. Pardon, a-t-elle commencé. Je sais que ça ne change rien, mais pardon. Pourquoi exactement? Pour les mensonges? Pour le complot? Pour avoir passé 18 mois à feindre l'amour pour obtenir de la matière pour un livre? Pour tout, a-t-elle chuchoté. Ça ne suffit pas. Je sais, a-t-elle dit. Mais tu dois savoir, au début, c'était vraiment juste un projet, juste du travail. Mais ensuite quelque chose a changé. J'ai commencé à t'apprécier. Vraiment. J'ai ri amèrement. C'est donc pour ça que tu as écrit que je suis un psychopathe incapable d'aimer? Parce que tu as commencé à m'apprécier? C'était Marc. Il insistait pour que je durcisse le ton, que j'ajoute de la controverse. Il disait que sinon le livre ne se vendrait pas. C'est-elle justifiée? Donc c'est sa faute? Non. La mienne aussi. J'étais faible. Je voulais le succès. Je voulais être quelqu'un, a-t-elle admis. Je la regardais. Cette femme que j'avais aimée. Cette femme qui m'avait trahi. Maintenant, elle était assise devant moi, brisée, sans rien. Et je savais que je devrais ressentir de la satisfaction. Je devrais ressentir le triomphe. Mais je ne ressentais que le vide. Tu sais quoi, Madeleine? Ai-je dit doucement. Le pire dans tout ça, ce n'est pas que tu m'aies menti. Le pire, c'est qu'on aurait pu avoir quelque chose de vrai. J'aurais pu t'aimer. On aurait pu construire quelque chose ensemble. Mais tu as choisi le mensonge. Tu as choisi l'ambition. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. On peut recommencer à zéro, a-t-elle demandé soudainement, tendant la main vers la mienne à travers la table. Je l'ai repoussée. Non, ai-je dit fermement. Jamais. Parce que je n'oublie pas. Et je ne pardonne pas. Je me suis levé. Je l'ai regardé une dernière fois. Je te souhaite bonne chance, Madeleine. Tu en auras besoin. Ai-je ajouté, et je suis sorti. En sortant du café, j'ai ressenti un étrange soulagement. La vengeance était presque complète. Presque. Car il restait encore un élément. Un élément qui les briserait définitivement. Et j'allais justement le mettre en œuvre.
Le dernier élément de mon plan était le plus sophistiqué et le plus douloureux pour eux. Voyez-vous, Madeleine et Marc comptaient sur bien plus que la simple gloire du livre. Ils avaient un plan plus vaste, un plan que j'avais découvert dans leurs mails. Ils voulaient créer une série. Après mon livre, devaient suivre d'autres biographies chocs de millionnaires français. Madeleine devait devenir le visage du journalisme d'investigation traquant les scandales des élites. Marc devait être l'éditeur qui publie courageusement des vérités qui dérangent. Ils avaient déjà une liste de victimes potentielles. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités. Tout était planifié pour les 5 prochaines années, et j'ai décidé de détruire ce plan. Pas seulement pour moi. Pour toutes les victimes potentielles. J'ai créé une fondation. Fondation pour la protection de la vie privée et de la dignité. Ça sonnait digne, professionnel. Son but était clair. Lutter contre le journalisme non éthique, protéger les personnes contre la manipulation et la diffamation. J'y ai investi 200 000 € pour commencer. J'ai engagé les meilleurs avocats, des experts en médias, des spécialistes des RP. Et je l'ai annoncé publiquement, lors d'une conférence de presse dans ce même hôtel Ritz où Madeleine et Marc devaient avoir leur première. Les médias ont adoré cette histoire. Un millionnaire victime d'escroquerie fonde une association pour aider les autres. Kerviel combat le journalisme non éthique. Les gros titres étaient partout. Et la première affaire dont s'est occupée la Fondation, précisément l'affaire de Madeleine Dubois et Marc Janvier. Nous avons publié un rapport. Détaillé, professionnel, sans compromis. Nous décrivions leurs méthodes, manipulation, mensonges. Nous montrions les mails, les enregistrements, les preuves de leur complot, et nous les présentions comme l'exemple de la façon dont le journalisme peut pourrir quand l'ambition l'emporte sur l'éthique. Le rapport est devenu viral, des centaines de milliers de vues sur Internet, discussions dans les médias, débats à la télévision. Madeleine et Marc sont devenus les symboles de tout ce qui va mal dans le journalisme moderne. Et plus personne ne voudra jamais collaborer avec eux. Mais ce n'était pas la fin. Car simultanément, la Fondation a commencé à contacter d'autres personnes qui étaient sur la liste de Madeleine et Marc. Nous les avons prévenus, nous avons montré les preuves. Nous avons offert une aide juridique si quiconque tentait de les attaquer avec des méthodes similaires. Les gens étaient reconnaissants. Des gens riches, influents, qui se sentaient maintenant redevables envers ma Fondation. C'était un investissement dans l'avenir, dans le pouvoir, dans l'influence. Et Madeleine et Marc, ils se sont retrouvés totalement isolés. Grégoire m'a apporté un rapport un mois plus tard. Madeleine déménageait de Paris. Il paraît qu'elle retournait dans sa ville natale, quelque part en Ardèche, chez sa mère. Elle n'avait plus rien. Aucune économie, aucune possibilité de travail dans la capitale. Marc est resté à Paris, mais il joignait à peine les deux bouts. Il travaillait comme correcteur dans une petite agence de pub. Il gagnait le SMIC. L'huissier lui prenait une grosse partie pour la pension alimentaire. Ils étaient finis. Et c'est là que Cathy est venue me voir. Vous vous souvenez de Cathy, mon ex, que Madeleine avait utilisée pour récolter des informations? Elle a appelé, a dit qu'elle voulait me voir. On s'est vu dans le même café où j'avais rencontré Madeleine. Cathy avait l'air bien. Elle a toujours pris soin d'elle. Thomas, j'ai vu ce qui s'est passé, a-t-elle commencé. Tous ces articles, ce rapport de la Fondation, c'était brutal. Ils l'ont mérité, ai-je répondu brièvement. Je ne dis pas le contraire, mais elle a hésité. Ce n'est pas un peu trop? Tu les as détruits complètement. Elle n'a plus rien. Lui non plus. Je l'ai regardé. Cathy a toujours été empathique. Elle voyait toujours le bon côté des gens. C'est pour ça que notre relation n'a pas marché. J'étais trop froid, trop calculateur. Cathy, ils prévoyaient de détruire bien plus que moi. Ils avaient toute une liste de gens qu'ils voulaient exploiter. Je n'ai pas arrêté seulement eux. J'ai stoppé une épidémie. Ai-je expliqué? Je sais. Mais est-ce que la vengeance vaut le coup que tu deviennes quelqu'un que tu n'es pas? A-t-elle demandé doucement. Cette question s'est enfoncée en moi comme un couteau. Car la vérité, c'est que je ne savais plus qui j'étais. Étais-je une victime? Un justicier? Ou étais-je un monstre qui utilise l'argent et l'influence pour détruire les gens? Je ne sais pas, ai-je admis sincèrement pour la première fois depuis des mois. Cathy a posé sa main sur la mienne. Thomas, je te connais. Je t'ai connu comme un homme bon. Peut-être trop concentré sur le travail, peut-être pas assez émotif, mais bon.
Ne les laisse pas te changer en quelqu'un d'autre. La vengeance est accomplie. Peut-être qu'il est temps d'avancer? Je voulais la croire. Je voulais croire que je pouvais simplement oublier, pardonner, recommencer à zéro. Mais je ne pouvais pas, car chaque nuit apportait les mêmes pensées. Chaque soir, quand je restais seul, je voyais le visage de Madeleine. J'entendais son rire. Je me souvenais comment elle disait qu'elle m'aimait, et je savais que tout ça était un mensonge. Merci, Cathy. Mais je ne peux pas, ai-je dit, finalement. Elle a hoché la tête avec tristesse. Je comprends. Mais si un jour tu décides de lâcher prise, appelle-moi. Je t'aiderai à retrouver le chemin du retour, a-t-elle dit, et elle s'est levée. J'ai regardé comment elle sortait du café, et je me demandais si je serais un jour capable de trouver ce chemin du retour. Car la vérité, c'est que la vengeance m'avait totalement consumé. Elle était devenue mon but, mon sens de la vie. Et maintenant qu'elle était presque finie, je me sentais vide. Qu'est-ce que je devais faire après? Retourner au business, bâtir un autre empire, chercher un nouvel amour, avec qui je ne saurais de nouveau pas faire confiance? Je ne savais pas. Mais je savais une chose. Madeleine et Marc avaient payé le prix fort pour leur escroquerie. Et moi, j'avais payé un autre prix, le prix de mon humanité. Et je n'étais pas sûr de savoir quel prix était le plus élevé. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de Grégoire, le dernier message dans cette affaire. Madeleine Dubois a quitté Paris définitivement. Marc Janvier a déposé un dossier de surendettement. Les deux sont hors jeu. Voulez-vous continuer la surveillance? J'ai répondu court. Non, affaire classée. Et j'ai fermé l'ordinateur. J'étais assis dans le silence de mon appartement, regardant Paris par la fenêtre. La ville débordait de vie. Les gens rentrèrent du travail, retrouvèrent des amis, s'aimaient, riaient, vivaient. Et moi j'étais assis seul, victorieux. Mais seul. J'avais gagné la guerre. Mais j'avais perdu quelque chose de plus important. Et je me demandais si c'était le juste prix pour la justice. Mais ça n'avait plus d'importance. Car le chemin du retour n'existait plus. J'étais maintenant quelqu'un d'autre. Quelqu'un de froid, de calculateur, de dangereux. Exactement comme Madeleine m'avait décrit dans son livre. Peut-être qu'au fond, elle avait raison. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau, passant en revue les contrats d'un nouvel investissement. La vie était revenue à la normale, du moins de l'extérieur. Les affaires florissaient, la fondation fonctionnait bien, les médias avaient arrêté d'écrire sur l'affaire du livre. Tout semblait idéal. Mais la nuit, je ne pouvais toujours pas dormir. Raphaël a débarqué ce jour-là sans prévenir. Il a jeté un journal sur mon bureau, un petit journal local d'Ardèche. « Tu dois voir ça », a-t-il dit. J'ai ouvert à la page qu'il avait marquée. Un petit article dans un coin. Tragédie à Aubenas. Une femme de 34 ans a tenté de se suicider. J'ai lu la suite. Madeleine D., ancienne journaliste parisienne, a été trouvée par sa mère dans la salle de bain. La femme a avalé une dose excessive de médicaments. État critique. Transférée à l'hôpital de Valence. J'ai senti mon estomac se nouer. « Elle est vivante ?» ai-je demandé. « Oui, ils ont réussi à la sauver, mais c'était moins une », a répondu Raphaël. Sa voix était dénuée d'émotion, mais son regard disait autre chose. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de ressentir quelque chose. De la satisfaction, de la compassion, du regret, mais je ne ressentais que le vide. « Ce n'est pas ta faute », a dit Raphaël doucement. Elle a pris ses décisions. Elle a essayé de te détruire. Tu t'es seulement défendu. Je me suis défendu ou j'ai attaqué? Ai-je demandé en le regardant dans les yeux. Il n'a pas répondu. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre papier, envoyée par la poste. L'enveloppe était orange, l'adresse écrite d'une main tremblante. J'ai ouvert. « Thomas, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais pas si ça t'intéresse encore. Mais je dois écrire. Peut-être pour la dernière fois. J'ai mérité tout ce que tu m'as fait. Je le sais. J'ai été lâche, escroc, salaud. Je voulais quelque chose de plus que ce que je valais, et je t'ai utilisé pour ça. C'était mon erreur, ma faute. Mais je veux que tu saches une chose. Une seule chose vraie dans tout ce mensonge. Je suis tombée amoureuse de toi. Vraiment. Quelque part vers le 3e mois, quand tu me racontais l'histoire de ton père, du foyer, de comment tu as grimpé depuis 0. Là, je n'ai pas vu un millionnaire. J'ai vu un homme.
Un homme blessé, seul, qui veut tellement être bon. Et je voulais cet homme. Pas son argent, pas ses secrets. Lui. Mais c'était trop tard. J'étais déjà à la moitié du livre. J'étais lié à Marc. J'étais prisonnière de mon propre mensonge. J'ai essayé d'en sortir. Plusieurs fois. Je voulais te dire. Je voulais brûler le manuscrit et simplement rester avec toi. Mais j'avais peur. J'avais peur de ta réaction. J'avais peur que tu me détestes. Et j'avais raison. Parce que maintenant tu me détestes. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Je demande juste que tu saches que tout n'était pas faux. Que ce baiser sous la pluie sur la place était vrai. Que tous ces moments où nous avons ri ensemble étaient vrais. Et que je regrette. Je regrette chaque jour. Si tu lis ces mots, ça veut dire que j'ai survécu. Maman m'a trouvé à temps. Peut-être que c'était un signe. Peut-être que je devrais être encore là. Mais je ne sais pas pourquoi. Je te souhaite du bonheur, Thomas. Du vrai bonheur. Celui que je n'ai jamais su te donner. Madeleine. J'ai plié la lettre. Mes mains tremblaient. Tout en moi criait que c'était une nouvelle manipulation. Un nouveau mensonge. Une nouvelle tentative pour m'extirper de l'empathie. Peut-être de l'argent, peut-être de l'aide. Mais quelque chose en moi savait que cette fois, elle disait la vérité. Et c'était le pire. Car si elle disait la vérité, si elle m'aimait vraiment, alors qu'est-ce que j'avais fait? J'avais détruit quelqu'un qui avait commis une erreur, quelqu'un qui regrettait, quelqu'un qui essayait de changer. J'avais détruit un être humain. J'ai appelé Cathy. J'ai besoin de parler, ai-je dit. Nous nous sommes rencontrés au jardin du Luxembourg. Promenade autour du palais, soirée d'hiver, peu de monde. Je lui ai tout raconté. La lettre, la tentative de suicide, ce que je ressentais. Elle a écouté en silence. Et puis elle a dit quelque chose que je n'ai pas oublié à ce jour. Thomas, la vengeance n'apporte jamais de soulagement, parce que la vengeance ne change pas le passé. Elle ne fait que détruire l'avenir, et pas seulement leur avenir. Le tien aussi. Qu'est-ce que je devrais faire? Ai-je demandé. Je ne sais pas, c'est ta décision. Mais demande-toi, veux-tu être un homme qui détruit ou un homme qui reconstruit? Rentré chez moi cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau. J'ai sorti une feuille de papier et un stylo. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai écrit quelque chose avec le cœur. Madeleine, j'ai reçu ta lettre. Je l'ai lue. Plusieurs fois. Je ne sais pas si je te crois. Je ne sais pas si je suis capable de te croire. Mais je sais une chose. Je ne veux pas être l'homme qui pousse les autres au désespoir. Même si ces autres l'ont mérité. La fondation que j'ai créée a un programme d'aide pour les journalistes en crise. Si tu veux, je peux t'aider à trouver le chemin du retour. Pas vers moi. Vers la vie. Vers le métier. Vers toi-même. Ce n'est pas un pardon. Je ne suis pas prêt pour le pardon. Mais c'est une chance. Fais-en ce que tu veux. Thomas. J'ai envoyé la lettre le lendemain. Je ne sais pas si elle répondra. Je ne sais pas si elle profitera de l'aide. Je ne sais pas si je me débarrasserai un jour d'elle dans ma conscience. Mais j'ai fait ce que je devais faire. Pas pour elle. Pour moi. Car j'ai compris quelque chose d'important. La vengeance peut détruire l'ennemi, mais elle te détruit aussi. Lentement, systématiquement, elle prend tout ce qui te rend humain. Et je ne voulais plus rien perdre. Madeleine et Marc ont payé leur prix. Un prix élevé. Peut-être trop élevé. Et j'ai payé le mien. J'ai appris que le pouvoir et l'argent peuvent détruire n'importe qui. Mais aussi que le pardon, même partiel, demande plus de force que la vengeance. Est-ce que je suis heureux maintenant? Non. Est-ce que je ressens la paix? Parfois. Est-ce que je regrette? Pas tout. Mais certaines choses, oui. Et peut-être que c'est justement la leçon la plus importante. Que la vie n'est pas noire ou blanche. Que les victimes peuvent devenir des bourreaux. Que la justice peut se transformer en cruauté. Et que la seule voie pour avancer, c'est d'accepter tout ça et de continuer. Avec le bagage du passé. Mais sans haine dans le cœur. Du moins, j'essaie. Chaque jour, j'essaie d'être un homme meilleur que je ne l'étais hier. Et peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Peut-être. Si tu as vécu cette histoire avec moi, dis-le-moi en commentaire. Ai-je agi correctement? Peut-on pardonner la trahison? Laisse un abonnement et un like si tu veux plus d'histoires de vie comme celle-ci. Parce que la vie écrit parfois des scénarios pires que les livres.